Bonjour, je suis Pascal Ostachy, le cofondateur du projet Voltaire et du certificat Voltaire. Je vous remercie de me rejoindre pour cette web TV consacrée au retour d'expérience des organismes de formation qui ont utilisé et qui utilisent le projet Voltaire. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec nous Anne Rabineau de l'organisme FICRM, donc un organisme de formation à Paris. Oui, tout à fait. Donc vous nous raconterez un petit peu comment ça se passe, le pourquoi du comment. Et puis Anne Rabineau, donc Rebecca Chapp. Rebecca Chapp, donc de CEFRA, du CEFRA à Lyon. C'est ça. On peut peut-être commencer par... Ah oui, juste un petit point pour vous. Vous avez la possibilité de nous poser des questions par écrit. Donc on ne prendra pas les questions orales, donc on ne vous donnera pas le micro parce que ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, vous pouvez nous poser des questions par écrit, elles apparaissent là et on traitera toutes les questions qui seront posées. Donc n'hésitez pas à le faire. Cette web TV va durer, je pense, 30 minutes, peut-être un peu plus, ça va dépendre un peu des questions que vous allez poser. Et je vous propose de commencer tout de suite avec vous, donc Anne Rabineau. Voilà. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter FICRM ? En quelques mots, FICRM est un cabinet de conseil et formation dans tout ce qui est relations clients. Donc on forme des collaborateurs, des managers à tout ce qui est dans la relation client, l'écrit en faisant partie, puisqu'il y a des mails et des courriers aujourd'hui dans la relation client. D'accord. Ok. Et donc vous êtes à Paris ? On est en région parisienne, effectivement, mais on intervient dans toute la France. D'accord. Et vous intervenez, vous avez combien de stagiaires ? Alors après, ça dépend, mais effectivement, nous, pour l'instant, on fait uniquement de l'intra, c'est-à-dire qu'on forme directement les entreprises. Et uniquement, pour l'instant, on ne mélange pas les populations d'entreprises, donc on se déplace chez nos clients pour déployer un certain nombre de formations. Voltaire en fait partie. D'accord, ok. Et vous êtes lancé avec le projet Voltaire depuis combien de temps ? C'est la première année ou... C'est la première année, oui, effectivement. On a fait, le projet a démarré en fait il y a un an et on est en fin de parcours pour une des premières entreprises qu'on a accompagnées sur ce sujet-là. D'accord. Et ça se passe comment ? Alors déjà, pourquoi l'orthographe ? Pourquoi vous êtes parti avec le projet Voltaire ? En quoi c'est un sujet dans les entreprises que vous suivez ? Dans les entreprises qu'on suit, c'est un sujet parce que, comme je le disais, on forme les collaborateurs à une relation client d'excellence. Donc l'écrit en fait partie. Aujourd'hui, il y a une problématique dans les entreprises, c'est justement la capacité à rédiger des emails ou des courriers sans faute d'orthographe. Donc il y a à la fois la structure du mail ou du courrier, comment on l'organise, mais il y a également l'orthographe pure et dure. Et donc aujourd'hui, on a effectivement des problématiques auprès des collaborateurs qui ne maîtrisent pas l'ensemble des règles de l'orthographe, ou en tout cas les principales. Et donc c'est un sujet puisque auparavant, les entreprises étaient plus sur de la relation client téléphonique, donc les fautes d'orthographe, ça ne s'entend pas. Par contre, quand on commence à être sur des médias écrits comme donc l'email, le courrier, mais maintenant il y a aussi également le chat, on a effectivement cette problématique qui est bloquante. Et donc les entreprises cherchent à monter en compétence ces collaborateurs-là pour faire en sorte qu'ils soient meilleurs sur cette partie-là pour que l'image de marque de l'entreprise ne soit pas entachée par ces fautes d'orthographe. Effectivement, c'est sûr, dans la relation client... c'est vrai que, comme vous disiez, auparavant on était beaucoup sur du téléphone et on s'aperçoit aujourd'hui que le téléphone, même quand on est sur téléphone, derrière il y a souvent un courriel d'accompagnement et puis il y a des échanges et les réseaux sociaux, les chats aujourd'hui, les communications instantanées font partie des outils de communication, enfin de relations clients. Oui, tout à fait. Et donc vous avez mis en place le projet Voltaire, alors avec une entreprise. Et vous l'avez mis en place donc, de quelle manière ? Alors, d'abord, on a identifié quelles étaient la population qui était concernée, dans quel cadre ils étaient concernés par ces écrits. On a très vite identifié le projet Voltaire comme étant un outil qui pouvait nous servir à la fois, parce que nous, on a proposé une formation qui allie à la fois la partie e-learning, donc avec la plateforme Voltaire, et à la fois la partie présentielle, où on vient en complément de cette plateforme e-learning faire des formations à la fois sur la structure du courrier ou de l'email et sur l'orthographe également. C'est-à-dire qu'on vient en complément ajouter une deuxième couche sur l'utilisation de la plateforme pour être plus travailler sur vraiment les règles qui sont les moins maîtrisées et qui sont aujourd'hui utiles dans le quotidien des collaborateurs.
Donc voilà, donc on allie les deux. Et cette alliance des deux a beaucoup plu à ce client et donc on l'a mis en place et on a vu les progrès effectivement fulgurants des collaborateurs sur les mois qui ont suivi. D'accord, bon, c'est du blended, quoi. Exactement, c'est le terme. Comme on dit en bon français. Voilà. Ouais. Et vous disiez que vous aviez identifié une population dans l'entreprise. Comment vous avez identifié? Est-ce que c'est vous qui avez identifié cette population ou est-ce que c'est votre client qui a identifié cette population? Non, au départ, c'est le client effectivement qui a identifié, qui avait prévu un pool de personnes plus importantes. Et puis voilà, en discutant avec les managers, il y en a certains qui ont dit OK, on voudrait que notre équipe fasse partie de ce programme. D'autres ont dit on attend un peu, on veut voir, on laisse passer les premiers pour voir. Et puis le dispositif du premier groupe s'est très très bien passé, qui a fait que derrière, ceux qui étaient un petit peu plus réticents, qui n'osaient pas encore y aller, on nous ont demandé de continuer. Donc là, on est en train de lancer le deuxième programme avec la même société, avec d'autres collaborateurs. D'accord, ok. Il n'y a pas eu au départ sur l'identification de départ, l'idée c'était pour l'entreprise de prendre tout un service, oui. Où il y a une sélection des personnes qui peut-être avaient plus de problèmes? Alors d'un point de vue décision, donc la décision a été faite par l'entreprise elle-même, de savoir qui elle sélectionnait. Et ce que je sais, c'est qu'ils ont prévu de mettre tout le service. C'est-à-dire que certes, les niveaux étaient différents d'un collaborateur à l'autre, mais l'idée c'était de mettre tout le monde dans la même barque et de ne pas faire de catégories pour éviter les vilains petits canards et puis ceux qui sont bons en orthographe. Non, tout le monde était dans la barque. Alors tout le monde n'a pas démarré au même niveau forcément, mais il y avait de toute façon des marges de progression pour tout le monde. Donc tout le monde est parti dans le programme, à part un service qui a préféré attendre pour voir d'abord le premier groupe passer et puis finalement qui a embrayé derrière. C'est ce qu'on voit nous, l'expérience qu'on a Projet Voltaire avec les entreprises, c'est qu'effectivement si on est dans une démarche d'identification où on va chercher à voir quelles sont les personnes qui ont des problèmes, etc., on est dans quelque chose qui est stigmatisant et c'est pas toujours très bien vécu. Et à l'arrivée, on se retrouve finalement avec deux personnes alors que ça ne reflète pas du tout le besoin de l'entreprise. Une autre approche qui ne marche pas tellement non plus, c'est le volontariat, pour les mêmes raisons, parce que vous allez demander à une équipe... un manager va demander à son équipe qui a envie de se remettre à un niveau en orthographe, et là tout le monde baisse la tête parce qu'on n'a pas envie on a peur d'être ridicule en fait, donc on est sur un sujet un peu sensible. Et ce qui marche vraiment, c'est de dire un service, on y va tous, on est une équipe, on y va tous. Il y en a qui sont déjà qui n'ont pas de soucis avec l'orthographe et ils le vivront correctement. Ceux qui ont des soucis, ils diront au moins je suis pas stigmatisé, je vais en profiter pour essayer de progresser. Donc c'est je pense que voilà, c'est la bonne approche et vous avez dit que ça marchait bien. Ouais. Donc, et puis cette entreprise a aussi voulu le mettre dans un parcours professionnalisant. Donc ça fait partie, c'est un des sujets qui a permis de faire monter en compétence ses collaborateurs. Et donc voilà, ça faisait partie presque du package de monter en compétence. Il y avait l'orthographe, mais il y avait d'autres sujets. Donc nous, on les a accompagnés sur la partie orthographe. Et sur la partie, donc sur cette formation-là, est-ce que, en termes de financement, est-ce que vous savez si ça s'inscrit dans le cadre du CPF ou pas? On a les deux. L'entreprise avait des cas où c'est du plan de formation interne. Et puis, il y avait quelques CPF également aussi. Ouais. D'accord, ok. Mais ils étaient tous dans le même groupe. Après, c'est plus, on va dire, du côté administratif pour après, le financement. Ouais. On a les deux. Et donc, ça veut dire qu'à l'arrivée, il y a passage du certificat Voltaire? Oui. Ok. Ouais, les premiers passés ce mois-ci, là, en fin de mois, et puis les autres, ça va être à la rentrée. D'accord. J'avais une question aussi sur, parce que vous parlez donc, la formation que vous leur proposez, c'est une formation un peu plus large que sur l'orthographe, c'est sur la communication écrite, en l'occurrence, donc avec l'usage du courriel. Est-ce que vous connaissez notre service en ligne eBellule Mail? Ça vous parle ou pas? Pas du tout. Bon, je prends une minute juste pour vous dire ce que c'est. Donc, eBellule Mail, c'est un service qu'on a mis en place. En fait, c'est un peu le cousin du projet Voltaire. Mais la vocation d'eBellule Mail, c'est d'acquérir les bonnes pratiques de l'email professionnel. Donc, il y a une quarantaine de bonnes pratiques, que ce soit sur l'objet, les formules de politesse, qu'est-ce que je mets en copie, pas copie, copie cachée, à quoi ça sert. Des choses assez élémentaires sur lesquelles on peut commettre des erreurs. Et c'est vrai que la communication par courriel est une communication privilégiée, souvent dans les relations avec les clients, les partenaires et en interne.
Et quand les courriels sont propres et structurés correctement, ça soulage un petit peu ceux qui les reçoivent, et on en reçoit beaucoup. Donc voilà, je vous informe, et j'en profite pour informer un peu tout le monde sur Ibellule Mail. Et en termes de résultats, je ne sais pas si vous avez suffisamment de recul. Vous avez du recul déjà, oui. Ouais. Même si pour l'instant l'examen, enfin, le certificat n'est pas encore passé pour tout le monde, on a déjà pu voir la marge de progression en termes de niveau d'acquisition des règles. On a en 6 mois, c'est un parcours de 6 mois qu'on a suivi. En 6 mois, ils ont multiplié par 2 ou 3 selon les personnes leur niveau d'acquisition. Donc c'est vraiment significatif. Je pense que, D'accord. Donc votre entreprise cliente est plutôt satisfaite? Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que le deuxième groupe est lancé. Ouais, c'est bien ça, c'est super. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puis on les traitera. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur l'expérience que vous avez vécue? Alors moi, oui, il y a peut-être un point qui est intéressant, je trouve, à souligner, c'est que la plateforme Voltaire, elle est à la fois accessible depuis un ordinateur et depuis un smartphone ou une tablette, et que voilà, au début, le discours de l'entreprise, qui est un peu normal, puisque c'est la partie RH, disait voilà, on souhaite que les collaborateurs le fassent dans leur temps de travail, ça fait partie d'un programme professionnel géré par l'entreprise. Pour autant, nous, on leur a expliqué qu'ils pouvaient l'utiliser sur différents outils. Et on se rend compte qu'en gros, il y a 60% du temps qui est utilisé sur la partie Internet, un ordinateur, et puis 40% sur le smartphone. Donc c'est assez significatif, on pensait que ça serait vraiment plus déséquilibré, donc voilà, c'est intéressant parce que je pense que, alors nous c'est une population parisienne, donc ils prennent beaucoup les transports en commun, et je pense que pendant les transports en commun ils s'entraînent, et voilà, c'est passer du temps utile dans les transports. D'accord, c'est une grosse entreprise ou une PME avec qui vous travaillez là, sur cette formation? Alors là c'est une grosse entreprise, mais en l'occurrence le service qui était concerné, c'est un peu plus d'une vingtaine de personnes. D'accord. Parce que comme vous disiez qu'il était question que tout se passe pendant le temps de travail, c'est le fait qu'apparemment, d'après ce que vous dites, ça a un peu débordé au-delà du temps de travail, puisque si les gens l'ont fait sur leur smartphone, c'est plutôt sur leur temps effectivement de transport. Est-ce que ça a posé un souci d'un point de vue RH? Ça n'a pas posé de... Enfin, le prérequis, c'était d'abord de leur dire que c'était un programme professionnel, donc à faire pendant les horaires de travail. Après, évidemment, cet outil, il est disponible. Donc, si les collaborateurs veulent en faire plus sur leur temps personnel, voilà, c'est eux qui décident. Mais en tout cas, c'est pas un prérequis de l'entreprise. C'était vraiment une recommandation qui était de dire, voilà, nous, on est entreprise, on vous sollicite dans le temps de travail. Après, si vous voulez en faire plus, tant mieux pour vous. Mais c'est votre besoin à vous. Bon. Super. Merci beaucoup. Pas de rien. On reviendra peut-être vers vous si des questions surgissent. Alors, je ne me trompe pas cette fois. Rebecca Chapp, du CEFRA à Lyon. Oui. Alors, le CEFRA, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'est le CEFRA déjà? Oui. Alors, le CEFRA à Lyon, c'est un centre de formation depuis 1987. Nous, on a beaucoup travaillé sur des publics demandeurs d'emploi. Et notre particularité, c'est l'accueil des personnes en situation de handicap, puisque c'est une grosse partie de nos publics, tout type de handicap, et particulièrement des handicaps invisibles, et notamment des handicaps psychiques. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, parce que l'outil est très, très, très bien adapté à ces publics-là. Et puis, nous travaillons également, depuis maintenant 4 ou 5 ans, pour des publics salariés, et donc qui nous sont adressés dans le cadre notamment, alors on a commencé avec le DIF, et maintenant du CPF, ou dans le cadre de formation intra, donc voilà, financé sur le fonds de formation. D'accord. Et vous avez beaucoup de stagiaires? Quel est à peu près le volume de stagiaires du CEFRA? Alors le CEFRA a en moyenne 4000 stagiaires par an, mais sur beaucoup de dispositifs, pas uniquement sur le projet Voltaire, puisque nous sommes spécialisés sur la formation dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences professionnelles. Donc on a plusieurs certificats dans ce cadre-là, et dont le projet Voltaire, qui est vraiment un pilier de notre activité. Et puis on a d'autres activités également, comme l'accompagnement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap psychique. Et là, dans ce cadre-là, on a parfois besoin de rajouter également des temps de formation qui permettent d'asseoir et de consolider le maintien dans l'emploi. D'accord.
Et l'orthographe, c'est un sujet qui est apparu récemment ou ça fait plusieurs années que vous Dès êtes... le début. Ça a été la première certification en fait que nous avons proposée au CEFRA. Parce qu'on se rendait compte qu'avec nos publics demandeurs d'emploi, à l'époque, l'une des grosses difficultés dans le cadre du rapport avec l'employeur, c'était justement la communication écrite. Et la communication écrite, effectivement, c'est la première image que l'on donne à l'employeur à travers sa candidature, à travers son CV, et aujourd'hui des candidatures qui peuvent passer par différents médias, mais on passe d'abord par l'écrit. Et donc cet écrit était souvent discriminant pour un certain nombre de personnes par rapport à un certain nombre de secteurs d'activité. D'accord. Donc vous avez plusieurs publics aujourd'hui qui utilisent le projet Voltaire? C'est ça. On a à la fois des publics demandeurs d'emploi, nous avons des publics salariés, et puis on a également des personnes qui, en individuel, parce que l'un de leurs proches a suivi une formation au CEFRA dans le cadre d'un programme préétabli, qui viennent à titre individuel pour pouvoir se former, compléter leurs compétences. Et les formations, on s'inscrit dans la formation initiale ou continue? On est dans Continue. On est en formation continue, c'est de la formation pour adultes. Et du coup, en termes de financement, Pôle emploi, par exemple, prend sa part lorsqu'il s'agit d'une personne en charge d'emploi? C'est ça. Pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, les financements sont détachés par Pôle emploi dans le cadre, c'est un peu technique, mais de l'AIF, c'est l'action individuelle de formation qui est financée par Pôle emploi et qui souvent d'ailleurs vient compléter des heures CPF. D'accord. Voilà, c'est l'abondement que Pôle emploi peut apporter notamment aux personnes qui mobilisent leur CPF ou pour les personnes qui n'ont pas de droit CPF et qui ont des droits de formation ouverts à Pôle emploi. Et donc, pour vos stagiaires, les financements viennent uniquement de Pôle emploi ou il y a d'autres types de financements? Alors, les autres financements, c'est le fonds de formation de l'entreprise pour les employeurs qui nous envoient leurs salariés, ou des fois c'est des montages. On travaille sur les plans d'accompagnement du retour à l'emploi dans le cadre d'un licenciement économique, suite à un licenciement économique. Et donc là, c'est ce que l'on appelle le CSP qui va prendre en charge la formation dans le cadre du temps dédié dans le cadre du licenciement économique. D'accord. Le temps du reclassement, voilà, cherchez le mot. Et donc, la mise en place, elle fonctionne comment aujourd'hui? Qui inscrit? Est-ce qu'il y a des personnes qui suivent? Quel temps peut être consacré à cela? C'est ça. Alors, notre particularité au CEFRA, c'est que nous, on a un centre de formation à Lyon, dans le 3e. Il y a 560 mètres carrés, donc on a beaucoup de salles, avec y compris des pôles multimédia et des salles de formation. Et donc, nous, on est en entrée et sortie permanente. Donc, le principe au CEFRA, c'est la formation présentielle, mais grâce, donc, notamment à la plateforme, c'est l'accompagnement en dehors du temps de formation pour, là aussi, les personnes qui le souhaitent, puisqu'on ne fait pas de FOAD, on ne fait pas de formation ouverte à distance, c'est uniquement du présentiel, mais le gros avantage, notamment du projet Voltaire, c'est de pouvoir associer les deux et permettre aux personnes de poursuivre ou d'approfondir en parallèle. D'accord. Et le projet Voltaire s'inscrit dans une formation sur l'orthographe ou c'est au sein d'une formation un peu plus vaste? Alors on a les deux. On a, pour une grande majorité aujourd'hui, sur la programmation actuelle, essentiellement des formations où les personnes viennent sur la thématique communication écrite. Donc leur objet est d'améliorer leurs écrits professionnels. Voilà, c'est la porte d'entrée. Mais on a eu pendant de nombreuses années sur un certain nombre de programmes, le projet Voltaire qui était inclus à un programme général de consolidation du socle de connaissances professionnelles dans le cadre du retour à l'emploi, par exemple. D'accord. Ou dans le cadre de dispositifs avec les employeurs qui sont plus complets dans le cadre du maintien dans l'emploi, notamment pour les personnes en situation de handicap. Ok. Et donc il y a une partie qui se fait dans vos centres, et puis après les gens peuvent continuer effectivement en dehors du centre via un accès. Vous savez s'ils l'utilisent sur plutôt smartphone ou ordinateur? Alors, ordinateur et tablette, beaucoup. Smartphone aussi. Alors, par contre, nous, on n'a pas calculé la proportion qui était utilisée par tel ou tel outil. Au CEFRA, c'est sur les pôles multimédia, donc c'est sur ordinateur. Et puis, les personnes poursuivent. On se rend compte qu'effectivement, les personnes arrivent, pour certains, presque à doubler leur temps de connexion avec des temps d'utilisation personnelle. Donc ça, c'est le gros avantage de cette plateforme, à cause, je crois, de son côté ludique.
ludique. Nous, c'est ce qui nous est remonté, c'est que les personnes, comme elles passent les niveaux, elles ont envie de passer des niveaux supérieurs, et donc il y a cette espèce d'auto-challenge qu'elles se donnent grâce au test blanc, et donc elles ont envie de continuer. Et effectivement, on s'est rendu compte, notamment sur des publics qui au départ subissaient un petit peu la formation en se disant bon, mon employeur m'a envoyé sur cette formation, j'ai déjà d'autres soucis, mon souci c'est le maintien dans l'emploi, ou si je suis demandeur d'emploi, mon souci c'est surtout la recherche d'emploi. Ça apparaissait des fois comme un plus un peu contraignant. Et bien très vite, grâce au côté ludique de la plateforme, on voit les personnes qui rentrent, qui se piquent vraiment au jeu et qui ont envie de progresser et qui cumulent les heures de connexion. Ça a vraiment été une surprise pour nous, parce que par rapport aux autres thèmes de formation que l'on peut avoir, on n'a pas cet effet-là, même si souvent on conseille aux personnes d'approfondir les sujets qui sont vus en formation en présentiel. D'accord. Et sur le handicap, donc vous disiez, vous avez un public, dans votre public, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des handicaps physiques, des handicaps neurologiques peut-être. Quels sont les handicaps que vous Alors, rencontrez ? nous, notre spécialité, c'est le handicap invisible. Ce qui fait que quand on vient au CEFRA, effectivement, on n'imagine pas qu'on est dans un centre spécialisé dans l'accompagnement du handicap, puisqu'on est spécialisé dans l'accompagnement du handicap qui ne se voit pas. Mais notamment pour les personnes en situation de handicap psychique, par exemple, c'est un outil qui est extrêmement favorisant, parce que l'avantage, c'est que on n'est pas soumis forcément comme ça peut être le cas sur d'autres matières, à l'intégration au sein d'un groupe, à avoir à se positionner au sein d'un groupe, à interagir avec d'autres au sein d'un groupe. On peut, si on le souhaite, travailler uniquement sur la plateforme, et on est quelque part dans un entre-soi qui est rassurant face à l'écran. Voilà. Et puis, on a également des personnes qui ont des problématiques d'ordre cognitif. Et l'avantage, c'est que l'outil n'est pas stigmatisant. C'est-à-dire pour des personnes qui vont avoir un peu plus de mal parce qu'elles ont besoin des adaptations que la plateforme nous offre pour les personnes qui sont malvoyantes, par exemple, ou elles vont avoir besoin d'outils comme ça qui vont les aider. Eh bien, elles peuvent le faire sans que ça apparaisse comme un aménagement qui est trop visible et qui les stigmatise aux yeux des autres. D'accord. Et est-ce que vous avez des publics qui sont en situation qui sont dyslexiques? Vous avez ces publics-là ou pas? Alors, pas tellement, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on va désormais proposer, mais aujourd'hui, non, pas particulièrement. Est-ce qu'il y a des non-voyants? Alors, non-voyants complètement, non. Nous, on a eu des personnes malvoyantes. Et puis, sinon, on a travaillé également avec des personnes sourdes qui ont beaucoup de mal en formation en présentiel du fait de leur problématique de surdité, et qui ont trouvé que l'outil était particulièrement facilitant pour pouvoir les aider avec l'aide notamment des aménagements par rapport à la langue des signes. Ouais. Justement, c'est un sujet qui me fait plaisir d'aborder avec vous. C'est sur les publics, sur les personnes sourdes, donc sourdes de naissance, ce qu'on a du mal à comprendre, à concevoir, c'est que pour ces personnes-là, l'apprentissage du français, de l'écrit, d'une bonne maîtrise de l'écrit, c'est très compliqué. C'est plus compliqué que pour des personnes non-voyantes de naissance. C'est ça. Et on a du mal à concevoir parce qu'on se dit, non, quand on est non-voyant, ça doit être beaucoup plus dur que quand on est sourd. En réalité, non, c'est beaucoup plus dur pour une personne sourde de naissance. Tout à fait. Et dans le projet Voltaire, donc, des choses que vous avez donc éprouvées avec vos stagiaires dans le projet Voltaire, effectivement, nous, on est très engagés sur l'accessibilité. Et donc, on a développé la traduction des explications en langue des signes. C'est ça. Pour les personnes sourdes, parce que pour ces personnes-là, souvent, la langue des signes est la langue maternelle, quasiment. C'est ça, absolument. Et l'écrit tel que nous on le conçoit est presque une seconde langue, quoi. C'est ça. Donc les explications dans sa première langue, c'est plus simple. Oui, Donc oui. c'est un investissement qu'on a fait avec un organisme spécialisé qui s'appelle Signes et Formation. Et pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, là on a travaillé avec le CTRDV, donc un organisme à Lyon aussi, pour développer tout ça. Mm-hmm. Donc une accessibilité pour les malvoyants et les non-voyants, parce qu'on Mm-hmm. voit aussi qu'il y a des non-voyants qui utilisent Internet. Bien sûr.
et qui ont des vocaliseurs, des claviers braille. Et malheureusement, beaucoup de sites et beaucoup d'applications ne sont pas adaptés à ces dispositifs. C'est ça, c'est ça. Et dans le cas de la langue des signes, vous avez tout à fait raison, parce que nous, on a mis en place ce programme pour une personne salariée d'un grand laboratoire et qui a été scolarisée tout à fait normalement en France, qui a suivi sa scolarité au début avec une surdité non repérée, donc qui a développé d'énormes capacités d'adaptation pour suivre cette première scolarité. Et puis ensuite, lorsque sa surdité a été repérée et évaluée, est allée en établissement spécialisé. Et donc, effectivement, vous avez raison, sa première langue était la langue des signes. Et l'écrit, elle avait énormément de mal avec. Et c'est ce que n'arrivait pas à comprendre son employeur, se dire, bah non, c'est notre langue. Donc, elle la comprend forcément, elle peut pas l'entendre, mais elle peut la lire. Et donc, il a fallu qu'on fasse un travail auprès de l'employeur pour l'aider à comprendre quelle était véritablement la problématique de communication de sa salariée. Et également un travail de dédramatisation avec la salariée, parce qu'elle subissait un énorme complexe, elle vivait un énorme complexe que de se dire que c'était sa langue, le français quelque part, mais qu'en même temps elle avait du mal à la lire et à la comprendre à l'écrit. Et donc on était là sur quelque chose qui était compliqué, et à partir du moment où elle s'est trouvée sur la plateforme avec ses explications en langue des signes, on a eu l'impression que pour elle c'était un univers entier qui s'ouvrait et elle comprenait enfin ce qui se passait, quoi. Donc c'était vraiment très intéressant. Bon, c'est une excellente chose. C'est vrai que nous, on est avide d'avoir des retours de ce type-là pour les personnes en situation de handicap, pour voir un petit peu si ce qu'on fait porte ses fruits, si ça présente un intérêt. Donc il est important que vous nous disiez tout cela. Et il y a un autre dispositif qu'on a mis en place, donc pour l'instant dont vous n'avez pas encore l'utilité, c'est pour les dyslexiques. Donc on a travaillé aussi avec un organisme spécialisé pour afficher les textes et les exercices de la manière la moins inconfortable possible pour les dyslexiques, pour qui souvent la lecture est quand même une souffrance. 8 à 10% des personnes sont dyslexiques. Donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on commence à le voir dans les écoles et puis dans les entreprises. Je pense que là aussi, on va prendre conscience que ce problème existe et qu'il y a peut-être des dispositifs particuliers à mettre en place. Est-ce que vous utilisez aussi le certificat Voltaire ? Oui. Alors nous, on le propose aux personnes autant de fois que possible. Alors c'est vrai que si on sent que pour la personne, l'idée même de passer un examen est trop difficile, on met en place un accompagnement, puisque donc nous on est notamment sur nos personnes en situation de handicap, souvent sur des problématiques de handicap psychique, et la perspective du passage de l'examen est parfois une perspective un petit peu angoissante. Donc là, on a mis en place un accompagnement spécifique avec des passages d'examen blanc, de façon à dédramatiser, à préparer, à accompagner la personne et pour pouvoir proposer le certificat Voltaire aussi souvent que possible. Et là, les personnes sont ravies parce qu'on a un certain nombre de publics pour lesquels le certificat Voltaire est parfois le premier certificat, le premier diplôme. Donc, c'est pour elles un moment extrêmement important. Si je peux me permettre, il n'y a pas que quand on a des situations de handicap psychique qu'on peut être stressé par un examen. et nous, on fait pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, on accompagne avec un examen blanc pour déjà enlever ce côté stress de comment ça va se passer, comment on remplit la grille, etc. Et ça enlève effectivement une partie du stress avant d'aller se présenter à l'examen. Et l'examen blanc... On le fait comme en situation d'examen, c'est-à-dire qu'on est pendant 3 heures dans une salle avec le même type de questions, le même type de documents à remplir pour qu'ils aient vraiment l'impression qu'ils y sont, même si c'est pour de faux, entre guillemets. Et puis ça leur permet le jour J d'avoir ce côté un peu stress en moins, de se dire comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir le temps, de savoir gérer le temps aussi, parce qu'il y a un temps imparti pour remplir toutes ces questions. Et donc il y a aussi cet entraînement à faire. Mais du coup, les sujets d'examen blanc, c'est des sujets que vous trouvez... Oui. On s'inspire évidemment de ce type de livre et puis on en crée nous aussi. Et on fait un certain nombre le même nombre de questions qu'il y a à l'examen final. Et, vous avez celui-là, non? On a celui-là aussi qui est très bien, on en a plein. Tout à fait. On en a plusieurs, il y a pas mal de livres là-dessus. Donc effectivement, pour
ceux qui nous regardent, aujourd'hui il y a des ouvrages qui existent, qui sont dans le commerce, aux éditions PUF, Nathan, l'étudiant, Bled, etc., qui contiennent des annales corrigées du certificat Voltaire. Donc il est parfaitement possible de se faire un petit examen blanc avant d'aller au feu, quoi. C'est ça. On procède de la même manière. Et effectivement, l'idée est d'abord d'accompagner à comprendre le principe même de l'examen, quels sont les enjeux, etc., et les dédramatiser. Et puis ensuite, on se met en situation réelle. Et c'est vrai que les ouvrages aident beaucoup à cela. Et donc, voilà, avec l'aide des formateurs, d'où l'importance aussi de l'accompagnement présentiel, même si l'outil à distance est très intéressant. Et outre les annales qui sont dans les bouquins, est-ce que vous utilisez des livres en support des formations ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Nous, on construit nos modules directement. Avec vos supports à vous, d'accord. Oui. Nous, on va utiliser les dictionnaires aussi en support, parce que c'est important pour nos publics d'apprendre à se servir aussi des dictionnaires, qu'ils soient numériques ou papier. Et puis sinon, effectivement, on a un grand choix des ouvrages Voltaire, parce qu'on a aussi des publics pour lesquels c'est bien de passer du numérique au papier. Et comme de toute façon l'examen sera sur papier, c'est intéressant de pouvoir travailler les deux. D'accord. Voilà. Justement, ça me fait penser à une question que je peux vous poser. Depuis peu, on a la possibilité maintenant de faire passer l'examen du certificat Voltaire papier ou numérique. Alors numérique, toujours en centre d'examen, ça ne se fait pas à la maison. Est-ce que pour vous, ça présente un intérêt, l'examen en numérique ? Alors moi je crois que oui, parce que pour certaines personnes qui ont beaucoup travaillé le projet Voltaire sur l'outil numérique, souvent même si on leur dit dès l'inscription que l'examen aura lieu sur papier, il y a un moment de décalage et puis où on est un petit peu dérouté par le fait que l'examen, on ne se retrouve pas dans la situation d'examen comme on pouvait se trouver en situation d'apprentissage et de progression sur la plateforme. Donc je pense que nous on a un certain nombre de publics qui apprécieront de pouvoir rester sur le même outil. Et je dirais que là aussi c'est à tester parce que je pense que l'on aura des personnes rassurées plutôt par le papier et donc la possibilité de prendre le temps de réfléchir à ces questions, d'y revenir, etc. Et donc je pense que ça va permettre de pouvoir satisfaire plusieurs types de publics. D'accord. Oui, je pense que alors là, ça va être vraiment en fonction de comment ils se sentent à l'aise. Et effectivement, il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit, d'autres plus sur un ordinateur. Donc je pense que ça peut effectivement répondre à les mettre encore plus dans une zone de confort et d'enlever un facteur stress en moins. Donc oui, je pense que c'est utile. D'accord. J'avais un dernier point, c'est on va dire l'écosystème du projet Voltaire. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'utilisez? Je parle par exemple, il y a des vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Il y a une dictée, la dictée Larousse sur Twitter. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est sur Twitter, tous les matins, il y a une dictée. Alors c'est Twitter, donc la dictée, c'est 140 caractères. Hein. Mais c'est vachement sympa. Donc elle est rédigée par Bruno De Waal, le champion du monde d'orthographe. Oui. Et donc évidemment, c'est Twitter, c'est totalement gratuit. Donc tous les matins à 9h, il y a une phrase en rapport avec l'actualité, dictée par Sandrine Campès, auteur de notre blog et d'ouvrages sur l'orthographe. Et donc on répond, puis à la fin de la semaine, on compte le gagnant, la personne qui a répondu correctement et la plus rapide. Et donc on gagne des lots. Ça fait partie des animations, on va dire, que nous, dont on fait la promotion, parce que ça permet aussi de lever le tabou et de lever un peu le stress sur l'orthographe et d'essayer de le considérer comme un jeu. En tout cas, l'entraînement en orthographe est un jeu. Après, c'est vrai que les fautes d'orthographe en entreprise, des fois, on se fait un peu chahuter là-dessus. Mais pour progresser, on voit qu'on peut le faire par le jeu. Donc, ce sont des choses qui sont complémentaires. C'est pour ça. Et puis, il y a un site qui s'appelle Question Orthographe. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous l'utilisez. questionorthographe.fr, c'est un site qui vous permet de poser une question alors plus que l'orthographe, sur la langue française, ça peut être de la ponctuation, ça peut être des histoires de majuscules, d'espace, etc. Et là, il y a des experts qui vous répondent gratuitement. Donc voilà, je vous le dis. Ça aussi, c'est des choses que peut-être vous pouvez communiquer à vos stagiaires, ça peut les aider.
ça peut sauver une vie des fois. Moi-même, des fois, je l'utilise. Hein, je suis un peu masqué, mais des fois, je pose une question sur des trucs un peu tordus, sur des choses sur lesquelles on n'a pas une réponse dans un dictionnaire, quoi. Là, il faut que des experts vous éclairent pour savoir si là, il y a un S ou pas. Donc voilà, donc je vous présentais tout ça parce que ça peut accompagner une démarche pédagogique, et puis ça peut accompagner aussi après un lancement dans une vie active sur la problématique particulière de l'écrit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les personnes qui nous regardent? Donc, je regarde, si je vois des questions, je les pose. Et puis sinon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur votre expérience? Oui, alors vous parliez de jeu, et effectivement, donc nous au CEFRA, on s'est prêté au jeu. Et donc on a lancé un challenge entreprise au CEFRA en proposant à l'ensemble des collaborateurs, formateurs de tout domaine d'activité au CEFRA, de se préparer au projet Voltaire et de passer leur certificat. Donc c'est vrai que là aussi on a, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à partir du moment où le projet a été acté à l'échelle du centre de formation, on a dit tout le monde y va, ceux qui étaient enthousiastes et ceux qui ont traîné un petit peu la patte. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça a été aussi un outil qui nous a permis de souder l'équipe autour de ce projet. Et ça a été finalement quelque chose d'extrêmement joyeux et d'extrêmement ludique, et qui a permis à chacun de travailler son orthographe, des fois de découvrir qu'il avait peut-être une marge de progression en se croyant suffisamment en maîtrise, et finalement en découvrant lors des premières séances qu'il y avait peut-être à travailler un petit peu. Et donc du coup, chacun s'est pris au jeu avec ce système de challenge. On avait derrière doté, on s'était donné une date d'examen, et derrière on avait prévu de doter les trois meilleurs d'un prix symbolique. C'était des ouvrages d'art que l'on avait décidé d'offrir. Et donc voilà, ça a été aussi un moment dans l'entreprise qui a été très intéressant, et qui nous a permis pour chacun d'entre nous, pendant un temps, de se mettre à la place de nos apprenants. Et ça a été aussi un côté extrêmement intéressant, et ce pour toutes les fonctions de l'entreprise, y compris pour ceux des collaborateurs qui ne sont pas en posture d'être eux-mêmes formateurs. D'accord, excellent. Voilà, joli projet, c'était sympa. Bon, c'est super. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Merci. Et puis à bientôt. Oui, à très bientôt. À bientôt, vous aussi. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on peut se revoir sur d'autres web TV ou sur d'autres webinaires. Merci. Bonne journée.